Dieu a dit que le royaume magique était trop peuplé et qu'aucun nouveau membre n'était accepté. Cependant, Baishu continua calmement son chemin et passa entre les montagnes rocheuses. Une voix d'en haut l'avertit de ne pas trop s'entêter, car lorsque le tonnerre se lèvera, il mourra à coup sûr. Mais Baishu a pratiqué pendant la période de tribulation. Ce n'est pas en vain qu'il s'est entraîné durement pendant 300 ans pour accéder à l'immortalité. Et maintenant, il est déterminé à ce que personne ne l'arrête aujourd'hui. Dieu se mit sérieusement en colère et commença à lancer des éclairs sur Baishu, lui disant à quel point il était impudent. Mais Baishu allait tout de même accomplir son plan. Il voyait bien que c'était Dieu lui-même qui lui mettait des bâtons dans les roues, ce qui le rendait encore plus déterminé à faire ce qu'il voulait. Il a répondu avec détermination que si les dieux se mettaient en travers de son chemin, il ne manquerait pas de les tuer également. Les éclairs jaillissent et le feu brûle, mais Baishu continue de marcher, sans craindre de trébucher. Il était en lutte avec Dieu. Le coup puissant repoussa toutes les attaques de retenue du Dieu, et il ne put y résister. Alors qu'il continuait à se frayer un chemin avec son épée aux éclairs ardents, Baishu pensa que si les cieux l'arrêtaient, il résisterait jusqu'au bout. Il a ainsi pu se rendre au Magic Kingdom. Dans le coin de la cour, entre les maisons, deux hommes adultes étaient en train de battre un garçon. Il était assis par terre, assommé, et les hommes lui donnèrent des coups de poing et des coups de pied. Ils disaient qu'ils recevaient tout cela pour avoir enlevé la femme de leur frère Wu. On l'appelait la grenouille qui voulait goûter à la viande de cygne. Le garçon s'appelait Li Jian. Il subit humiliation et coups, et une seule chose lui vient à l'esprit. S'agit-il vraiment du royaume magique? Il s'agissait en fait de Bai Shu, qui venait d'arriver. Il renaît ici dans le corps d'un garçon nommé Li Jian. Les voyous ont continué à intimider Li Jian, le menaçant de représailles ignobles, disant que s'il répondait à leurs demandes, ils pourraient le laisser partir. Comme Li Jian ne réagissait pas aux cris et aux coups, mais restait simplement silencieux, assis les yeux fermés, cela irritait encore plus ses agresseurs. Sur le moment, il a cru ne pas sentir de fluctuation d'énergie spirituelle dans le corps de la personne qui criait. Cela signifie qu'il ne s'agit certainement pas du Magic Kingdom. Soudain, Li Jian ouvrit les yeux et tendit la main vers l'avant, arrêtant brusquement le poing qui se dirigeait vers son visage. Cela s'est fait avec une froide sérénité. L'agresseur a été stupéfait par le comportement inattendu de sa victime qui, après tant de coups, a commencé à résister. Il fut choqué de constater que le garçon avait développé une force aussi puissante. Li Jian se redressa vivement et adroitement, en voyant un puissant coup de genou dans l'estomac de son assaillant. L'agresseur a été projeté à plusieurs mètres en arrière, et son complice n'a rien pu faire. Il était juste effrayé. Mais ce n'était qu'un moment de peur. Le deuxième attaquant se rassembla et frappa Li Jian. Furieux de la défaite de son ami, il décide de lui donner une leçon à sa manière. Car comment ose-t-il résister? Li Jian se demandait pourquoi il ne pouvait pas utiliser le pouvoir spirituel. Il a entendu une voix dans sa tête qui lui disait de reconnaître le véritable pouvoir des super-pouvoirs. Pendant ce temps, l'attaquant s'apprêtait à passer à l'attaque. Li Jian chercha frénétiquement des réponses à la demande de la voix. Il se rend compte qu'il doit avoir ce super-pouvoir. Une nouvelle bagarre éclate. Li Jian arrêta le coup de poing avec une telle force que l'attaquant faillit tomber. Il ne s'attendait pas à ce qu'il ait la force de résister. Bien que Li Jian ait perdu son pouvoir spirituel, son adversaire avait un niveau si bas qu'il ne pouvait pas vaincre Li Jian. D'un coup de poing puissant, soutenu par sa force intérieure, l'homme projette l'agresseur loin de lui. Le coup a été si fort que l'attaquant a heurté un mur, a rebondi, et s'est heurté à l'autre mur avec la même force. Battu comme un punching ball, l'agresseur s'est écroulé à côté de son ami. Mais les coups ne se sont pas arrêtés là. Li Jian continue de frapper ses adversaires partout où il le peut. Ils allaient se moquer de lui, mais c'est l'inverse qui s'est produit. Vaincus, battus et complètement épuisés, les assaillants se sont assis à genoux et ont baissé la tête. Leur insolence a disparu comme si elle n'avait jamais existé. Maintenant, ils implorent Dao. La pitié? Ils ont dit qu'ils avaient eu tort de l'attaquer. Li Jian a seulement dit qu'il devait disparaître de sa vue. S'enfuyant aussi vite qu'ils le pouvaient, les casse-coups ont couru vers leur patron pour l'avertir que Li Jian avait réveillé ses super-pouvoirs. Li Jian s'est entendu dire cela. Il réalise alors que c'est son nom. Il se souvient de son enfance. Il y a longtemps, ses parents ont eu un accident de voiture et sont morts. Li Jian s'est retrouvé sans eux à un très jeune âge. Il était encore un enfant. Le petit Li Jian est resté seul. Après la mort de ses parents, il a été adopté par un ami de sa mère, Liu Yiran. Le garçon se sentait très mal parce qu'il venait de vivre une terrible tragédie. À la suite de tout cela, il a développé une terrible maladie appelée autisme. Bien sûr, l'ami de ma mère s'est occupé de lui et l'a inscrit à l'école. Mais à l'école, tous les enfants le maltraitent, l'insultent, le battent et se moquent de lui. C'était très dur pour le garçon. Il a enduré tout cela parce qu'il n'y avait pas d'autre issue. Personne ne l'a soutenu. Il semble que l'ouverture délibérée du ciel ne l'ait pas aidé à s'élever.
mais l'est au contraire transformé en mortel et les fait entrer dans ce monde étrange. Le pouvoir que cet homme a utilisé s'appelle le super-pouvoir, et la plupart des gens dans ce monde sont capables de l'éveiller en eux. Cependant, le propriétaire de ce corps est une exception. Et Lijian ne sait pas si le vrai maître peut cultiver l'immortalité avec son corps. Soudain, il entend une fille prononcer son nom. Elle avait de longs cheveux roses. Elle court vers lui, vêtue d'un chemisier blanc et d'une courte jupe bleue. Elle lui demande avec inquiétude pourquoi il est à nouveau victime de brimade. Elle conseille à Li Jian de s'enfuir chaque fois qu'il ne peut pas se battre. Sinon, il serait gravement blessé. Il s'agit de Ji Qi, la fille de la mère adoptive de Li Jian. Elle a aidé son demi-frère chaque fois qu'il a été victime de brimade. Les deux personnes qui avaient attaqué Li Jian l'autre jour l'intimidaient parce que Li Jian lui-même était proche d'elle. Ji Qi pensait que sa mère s'inquiéterait si elle découvrait cela. D'après les souvenirs du propriétaire, il semble qu'à chaque fois que Li Jian était blessé, Ji Qi utilisait des super-pouvoirs pour le soigner. Il s'avère que les super-pouvoirs ont aussi leurs propres attributs. Ji Qi s'est alors précipité au secours de Li Jian et a vu des blessures sur son corps. Cependant, elle remarqua que ces blessures n'étaient pas très grandes ni très profondes et qu'il lui serait facile de les guérir. Sinon, avec ses super-pouvoirs, elle devrait certainement aller à l'hôpital pendant un certain temps. Li Jian se demandait si les super-pouvoirs de ce monde pouvaient être de la magie selon lui. Il était tellement absorbé par ses pensées qu'il ne fit même plus attention au fait que Ji Qi se tenait à côté de lui et lui disait quelque chose. Et Ji Qi, n'entendant aucune réponse de son demi-frère, commença à agiter la main devant ses yeux pour qu'il lui prête enfin attention. Li Jian demanda à sa sœur comment des mortels ordinaires pouvaient lui faire du mal. Ji Qi était quelque peu irrité par cette question. Elle se demande si l'autisme de son frère n'est pas en train de se transformer en schizophrénie. Au lieu de cela, Li Jian pensa à l'expression de sa sœur, et il lui sembla qu'elle se montrait hautaine. Elle décide d'interrompre cette pause peu agréable et leur dit qu'il est temps de rentrer chez eux. Elle l'a ensuite attrapé par le bras et l'a entraîné hors de la maison, en disant que sa mère les attendait depuis longtemps. En marchant le long de la route, Li Jian pensa que ce monde était complètement différent du précédent, avec ses grands immeubles alignés à l'infini. Et dans ce monde, il y a aussi un véhicule appelé voiture. Et cette voiture peut facilement parcourir des centaines de kilomètres. Et tous les gens ici, quel que soit leur âge, s'habillent mal, exposant leur peau, même si cela viole l'étiquette. Mais cela semble être une libération d'un autre carcan de son monde passé. Li Jian comprenait que les super-pouvoirs étaient la puissance qui dominait ce monde. Mais il ne connaissait pas l'aura de ce monde et ne savait pas si les cultivateurs pouvaient être affectés par les super-pouvoirs. Il s'interroge sur tout ce qui se passe dans ce monde. Il en conclut que le chemin vers la recréation d'un autre monde est en effet difficile. Mais, même si c'est difficile, il réalisera le désir d'ascension qu'il nourrit depuis longtemps. C'est donc en pensant à tout ce qu'il attendait dans ce qu'on appelle le royaume magique que Li Jian et Ji Qi atteignirent la rue de l'Est, dans le district A. Ils se sont rendus dans l'un des gratte-ciels, ont pris l'ascenseur jusqu'à l'étage où se trouvait l'appartement dans lequel ils vivaient, et Ji Qi s'est joyeusement exclamé qu'ils étaient enfin rentrés chez eux. Lorsqu'elle ouvre la porte de l'appartement, la jeune fille recule, effrayée, et demande à quelqu'un ce qu'il fait là. Li Jian se demandait qui avait pu effrayer à ce point sa demi-sœur. Sur le pas de la porte se tenait Ji Chengtian, le père de Ji Qi. Il la saluait très calmement et gentiment, l'appelant « chère fille ». Mais Ji Qi était très malheureux de le rencontrer. Elle serre les poings et demande à son père, avec une colère sincère, ce qu'il fait ici, pourquoi il est venu chez elle. Le père répond calmement qu'il est venu parler à sa mère d'une affaire. C'est alors que le cri de la mère de Ji Qi retentit à l'intérieur de l'appartement. Elle prononce à voix haute le nom du père de sa fille. Elle s'est approchée de la porte et lui a crié de sortir de chez elle. Liu Yiran était très en colère contre cette visite. Ji Chengtian dit à sa fille que sa mère n'est pas très contente de le voir. Il voulut lui tapoter la tête, mais Ji Qi le repoussa en lui disant de ne pas la toucher par dégoût. Au lieu de cela, Ji Chengtian lui dit de ne pas trop s'inquiéter, car son père viendra la voir dans quelques jours. Ji Chengtian releva la tête avec assurance, sortit de l'appartement avec satisfaction, et, les mains dans les poches, déclara qu'elle ne pouvait de toute façon pas se cacher de lui. Li Jian n'aimait vraiment pas ce comportement du père de sa demi-sœur. Ji Chengtian, le père de Ji Qi, avait une liaison avec sa femme, et ils se sont réconciliés. En conséquence, Ji Qi s'est également réconcilié. Mais il s'interpose trop et contrôle la vie de Liu Yiran et de sa fille. Cependant, la mémoire de Li Jian ne contient aucune information à ce sujet. Cependant, l'apparence de ce bâtard n'augure rien de bon. Li Jian craignait qu'il y ait beaucoup d'ennuis à l'avenir. C'est pourquoi il devait se cultiver le plus tôt possible. Liu Yiran a serré sa fille dans ses bras pour la calmer après une visite aussi désagréable de son père. Le soir, Li Jian sortit pour une courte promenade et se gratta la tête, réalisant que le monde dans lequel il était entré
était extrêmement étrange et incompréhensible. Mais la soirée était tranquillement chaude et il est allé se promener. Il aurait aimé en savoir un peu plus sur la situation dans laquelle il venait de se trouver, mais Liu Yiran et sa fille fondirent en larmes en se serrant l'une contre l'autre, compatissant à leur malheur commun, et s'endormirent bientôt dans leurs bras. Pendant ce temps, Lijian quitte l'appartement et décide de s'entraîner un peu avant. Il s'est donc assis sur un banc, en l'absence de toute personne, dans la position du lotus, a fermé les yeux et a commencé à se mettre au diapason pour cultiver. Il espérait que le véritable propriétaire du corps serait capable de cultiver l'immortalité avec son essence spirituelle. Baishu commença à réciter les mots de l'incantation, implanter le kui dans le corps et saturer l'esprit humain avec l'esprit du ciel. Baishu se plongea dans sa méditation et commença à pratiquer. En ce moment, il pratiquait l'esprit ancien. Cette technique, comme beaucoup d'autres, il l'avait personnellement créée dans sa vie antérieure. Cette technique permet de condenser l'énergie spirituelle absorbée pour rendre sa sphère plus durable. Par conséquent, il gagne en puissance dévastatrice lorsqu'il rencontre des cultivateurs immortels du même domaine. Pendant sa méditation, Baishu sentit que l'aura de ce monde dans lequel il était entré était très subtile. Cela l'a surpris. Le monde spirituel. Et même avec l'aide de l'ancienne énergie spirituelle, l'aura de ce monde ne peut condenser que 3 forces spirituelles. Baishu se plongea dans sa méditation. Il pouvait sentir le kui pénétrer ses muscles et ses veines, tempérer sa volonté, soutenir sa nature et renforcer son esprit. Et pour atteindre l'immortalité, il faut être persévérant, même si c'est difficile. Soudain, une douleur brûlante incontrôlable le transperce. Il serra les dents et les poings et chercha dans son esprit une réponse à la question de savoir ce qu'était ce sentiment. Il s'est dit que cette sensation était peut-être le même corps rare qui est le corps présent du Tao. C'était difficile pour Baishu, mais il l'a fait. L'énergie spirituelle est si subtile qu'il a pu la pratiquer instantanément, mais il a tout de même atteint le 5e niveau de raffinement du Qi. Soudain, sa méditation et sa pratique sont interrompues par l'appel à l'aide d'une jeune fille. Elle courait aussi vite qu'elle le pouvait dans sa direction. La pauvre fille trébucha sur quelque chose et tomba au sol presque à côté du banc où Lijian était toujours assis calmement. Elle était poursuivie par un homme qui commençait à s'approcher d'elle avec convoitise, réalisant qu'elle ne pouvait pas lui échapper car elle était tombée et n'aurait pas le temps de se relever. Il lui tend les bras, l'appelant à jouer avec lui, son frère. La jeune fille hurle de terreur pour qu'il ne s'approche pas d'elle. La fille avait de longs cheveux bleus attachés en 2 queues de cheval. Elle regarda Lijian d'un air suppliant et le pria de l'aider. L'homme qui poursuivait la jeune fille dit à Lijian de vaquer à ses occupations et de ne pas intervenir. Lijian regarda l'homme avec dégoût et se dit qu'il y avait beaucoup de salauds partout dans tous les mondes. L'homme qui poursuivait la fille n'aimait pas le calme de Lijian et décida de lui donner une leçon en utilisant la force brute. Il se prépara à frapper pour que Lijian puisse ressentir la puissance de la capacité de second niveau. Lijian était toujours assis calmement sur le banc, observant ce que l'homme allait faire. Il vit que l'homme allait le frapper d'un coup de tonnerre. Curieux, il décida de tester les résultats de la culture d'aujourd'hui. L'homme qui avait poursuivi la fille et commencé à attaquer Lijian était choqué de ne pas avoir frappé le garçon. Son tonnerre et ses éclairs n'ont même pas touché Lijian, sans parler de le blesser. Il s'est rendu compte que ce type avait des super pouvoirs d'un niveau supérieur au sien. Lijian a déclaré que seuls les imbéciles Nemtartes à courte vue se concentraient sur les soi-disant niveaux. C'est alors que l'homme qui poursuivait la jeune fille et qui était si sûr de lui a pris peur et a proposé de tout régler par la négociation. Mais il est trop tard pour demander grâce, car le mal doit être puni. Lijian frappa l'homme d'un coup de poing écrasant. Il se tordit de douleur. Le poursuivant, vaincu, faillit perdre courage. Et Lijian lui dit en conclusion que les super-pouvoirs ne peuvent pas vous protéger de tous les problèmes. Soudain, Lijian sentit que quelqu'un le touchait par derrière. La jeune fille qu'il venait de sauver de l'agresseur l'a serré dans ses bras. Elle s'était remise de sa fuite et de sa chute, s'était levée et voulait ainsi remercier son sauveur. La fille a commencé à dire des bêtises. Elle a appelé Lijian son frère et a dit qu'il sentait très bon. Ses yeux étaient un peu flous et elle avait un étrange rougissement sur les joues. Lijian remarqua que la circulation sanguine de la jeune fille était trop forte. On aurait dit qu'elle avait été droguée. Il a donc décidé de continuer à l'aider, en s'excusant par avance auprès d'elle pour ses actions. La jeune fille ne comprit pas ce que Lijian voulait faire d'elle lorsqu'il lui prit la main. Lijian décida alors d'utiliser les super-pouvoirs dont il disposait dans ce monde. Il a donné plusieurs coups nets avec ses doigts à certains endroits du corps de la jeune fille, ce qui l'a choquée. Tous ces coups provoquent une certaine euphorie chez la jeune fille. Elle ressent une sorte de plaisir à ce qui lui arrive. Les coups de poing de Lijian sur la jeune fille ont dissous les drogues dans son corps. Et maintenant, elle a besoin d'une autre tasse de thé pour se remettre complètement. Lijian soutenait la jeune fille d'une main car elle était à moitié endormie. Soudain, un homme s'approche d'eux et leur demande pourquoi il touche sa sœur
et il s'apprête à utiliser ses super-pouvoirs pour frapper Li Jian. Il s'agit de Gu Tianjue. Il avait des super-pouvoirs de 3e niveau. Et maintenant, il était très en colère de voir sa sœur dans un tel état d'impuissance entre les mains d'un étranger. Li Jian regarda calmement son nouvel agresseur. Il se rendit compte qu'il allait également utiliser ses super-pouvoirs et fut prêt à encaisser un nouveau coup. Gu Tianjue accélère pour frapper Li Jian encore plus fort. Il pensait que le garçon avait blessé sa sœur, qui n'avait pas encore repris connaissance. Li Jian déposa doucement la jeune fille sur le banc pour ne pas l'exposer davantage au danger et se prépara à une contre-attaque. Pendant ce temps, Gu Tianjue tente de donner le premier coup de poing, mais sans succès. Li Jian s'est contenté de rire en disant que c'était trop lent. Il savait aussi très bien que même si son niveau de culture ne dépassait pas le 5e niveau de raffinage du Qi, il n'avait pas besoin de magie. Il n'a pas besoin d'utiliser la magie pour s'occuper de ceux qui ont peu de super-pouvoirs. Il repoussa simplement et facilement l'attaque de Gu Tianjue, qui tomba sans même avoir le temps de dire quoi que ce soit. Et en cette belle soirée dans le parc, où Li Jian s'est promené et s'est entraîné, il a réussi à repousser 2 attaques. Li Jian marche sur la tête de son adversaire. Gu Tianjue remarqua que l'homme était très rapide et qu'il ne pouvait pas dévier ses coups. Il supposait que Li Jian venait d'une académie supérieure. Li Jian demanda cyniquement à Gu Tianjue s'il venait vraiment de dire qu'il voulait le tuer. Gu Tianjue ne pouvait pas se relever, car Li Jian maintenait son pied sur sa tête et le plaquait au sol, et il ne servait à rien de résister, car Li Jian était extrêmement rapide pour anticiper tous les coups. Il acceptait l'humiliation subie dans ce combat, mais menaçait toujours Li Jian pour qu'il n'ose pas déplacer sa sœur. Li Jian observe son adversaire avec intérêt et s'attend à ce qu'il utilise une autre technique. Soudain, Gu Tianjue se leva brusquement, repoussant Li Jian et se retrouva en feu. Il commence à utiliser le super-pouvoir Flare of Flame. Il ne la maîtrisait peut-être pas encore, mais il pensait que sa force suffirait à vaincre Li Jian. Li Jian utilisa le champ de barrière du corps du Dao de la présence pour se protéger. Il peut affaiblir tous les coups dans un certain rayon d'action. Ainsi, il était certain que le niveau de flamme utilisé par Gu Tianjue ne l'atteindrait pas. Gu Tianjue remarqua fébrilement que sa flamme ne prenait pas du tout Li Jian. Il pensait que le super-pouvoir du garçon était l'élémentaire. Il a ensuite émis l'hypothèse que Li Jian ne semblait pas avoir de super-pouvoir du tout. Il demande à Li Jian qui il est vraiment. Li Jian a répondu qu'il ferait mieux de s'occuper davantage de lui-même, car son sang bouillonnait et son cœur battait de l'aile. Li Jian ajouta calmement que Gu Tianjue allait maintenant exploser de lui-même. Gu Tianjue s'est assis. Il commence à reprendre son souffle, car il a utilisé une technique qu'il n'a pas encore apprise. Et cela n'a pas joué en sa faveur. Li Jian s'approcha de Gu Tianjue, le souleva et s'apprêta à lui asséner des coups de poing. Gu Tianjue avait peur de ce que ce type allait lui faire. Pendant ce temps, Li Jian commençait à lancer des attaques ciblées à petite échelle. 16 coups assommèrent Gu Tianjue une fois de plus. Il s'est écroulé sur le sol en criant. La fille était toujours inconsciente sur le banc, Gu Tianjue souffrait, et Li Jian lui demanda comment il se sentait maintenant. Gu Tianjue fut surpris de constater que l'acupuncture que lui avait prodiguée Li Jian était en fait thérapeutique. Li Jian a tenté de le sauver. Li Jian répondit calmement que Gu Tianjue avait simplement mal compris lorsqu'il avait vu sa sœur avec lui. Il a expliqué qu'il essayait seulement de protéger sa sœur et qu'il n'avait pas l'intention de le tuer. C'est alors que la jeune fille reprend ses esprits. Elle se lève du banc, voit son frère et se demande d'où il vient et ce qu'il fait ici. En bégayant, la jeune fille remercia Li Jian de l'avoir sauvée. Et Gu Tianjue ne crut que maintenant que Li Jian n'y était pour rien, qu'il n'avait pas attaqué sa sœur, mais qu'il l'avait sauvée de son agresseur. La jeune fille a déclaré qu'elle se détendait dans un bar et qu'on avait mis de la drogue dans son verre. Et un homme étrange a commencé à l'agresser. Et ce jeune homme, Li Jian, l'a sauvée. Gu Tianjue se sentait très mal à l'aise devant Li Jian. Il a déclaré qu'il avait commis une grave erreur et a commencé à s'excuser de l'avoir attaqué. Li Jian répondit que puisque tout s'était si bien passé et que tous les malentendus avaient disparu, il allait partir. Soudain, tous trois entendent quelqu'un rire et leur dire qu'il s'agit d'un simple malentendu et qu'ils n'ont qu'à en parler. Gu Tianjue, sa sœur et Li Jian se tournèrent dans la direction de la voix et virent un vieil homme aux cheveux gris dans un fauteuil roulant, et ses accompagnateurs, des hommes portant des lunettes noires, bien qu'il fasse nuit. Li Jian a demandé qui il était. Le vieil homme aux cheveux gris répondit qu'il s'appelait Gu Wen et qu'il était le grand-père de Gu Tianjue et de la jeune fille que Li Jian avait sauvée aujourd'hui. Gu Wen nota que sans l'aide de leur nouveau jeune ami, son cher petit-fils aurait explosé parce qu'il avait essayé d'utiliser une technique qu'il ne savait pas utiliser. Le vieil homme invita Li Jian à visiter son humble maison afin de le remercier d'avoir sauvé ses chers petits-enfants. Li Jian répondit brièvement qu'il n'avait pas besoin de rétribution pour ce qu'il avait fait. Il poursuivit calmement son travail, évitant la stupéfaction de Gu Wen, qui n'était pas habitué à ce genre de communication. Yi Gu Wen décida de ne pas laisser partir Li Jian si facilement, et quand il passa, il aborda un sujet intéressant.
Il a déclaré que, bien qu'il soit un chercheur de super-pouvoirs, il était également très au fait des secrets des monuments anciens. Il souligna que le jeune Li Jian venait de supprimer les super-pouvoirs de Tianjiu à main nue. Il a dit que cela signifiait que ses capacités étaient incroyablement élevées et que sa force physique était semblable à ce qu'il avait lu dans divers livres. Le vieux Gu Wen ne pouvait pas laisser Li Jian partir si facilement. Il était extrêmement curieux de savoir où le jeune homme avait appris tout cela, comment il avait pu acquérir des compétences aussi extraordinaires. Li Jian réfléchit au fait qu'il n'y a pas de fluctuation du pouvoir spirituel autour de son vieux grand-père et qu'il est très malade. Mais il semble qu'il puisse sentir des changements dans son pouvoir spirituel. Et tout cela n'est pas facile. Li Jian était très intéressé par cette question, mais il avait déjà tiré certaines conclusions pour lui-même, et il a donc décidé de quitter tous ces gens. Lorsque le vieil homme lui demande comment il a obtenu ses super-pouvoirs, il répond brièvement que cela n'a pas d'importance. Et sans aucune explication, il a quitté les lieux. Par la suite, Gu Tianjue a demandé à son grand-père s'il savait qui était le sauveteur. Il fut surpris, car le corps et la force du garçon étaient tout à fait inhabituels. À ce moment-là, la sœur de Gu Tianjui interrompt la conversation et dit que, quoi qu'il en soit, elle pense que leur sauveur est très, très gentil. Elle leur dit avec enthousiasme que Li Jian avait arrêté l'autodestruction de son frère si facilement, et qu'il pourrait peut-être aussi guérir le problème de jambes de son grand-père. Ensuite, mon grand-père m'a strictement ordonné de garder le silence sur tout ce qui s'est passé ici. Personne ne doit être au courant. Puis il s'est tourné uniquement vers Tianzhou pour trouver toutes les informations sur le type qui a sauvé ses petits-enfants. Il voulait à tout prix le retrouver. L'esprit de Gu Wen se remémore l'idée que le sauveteur était quelqu'un de légendaire, et il ne lui restait plus qu'à apprendre à mieux le connaître. C'était une occasion à ne pas manquer. Sa famille Gu est assurée de prospérer. Après toutes ces aventures nocturnes, Li Jian rentra chez lui et passa une bonne nuit de sommeil. Le matin, Liu Yiran est entrée dans sa chambre et lui a dit que l'école commençait aujourd'hui. Elle a donc préparé un nouvel uniforme pour son fils adoptif, ce dont Li Jian l'a sincèrement remercié. C'est alors que Jiki entre dans la pièce. Ma mère et elle se sont regardées avec surprise, remarquant que Li Jian était soudain devenu très poli. Ils ont remarqué un changement extraordinaire dans son comportement. Li Jian, bien sûr, ne comprenait pas ce qui se passait. Serrant sa mère dans ses bras, Jiki lui dit que sa mère avait spécialement choisi cet uniforme pour lui et qu'elle avait dépensé 3 mois de salaire pour l'acheter. Elle a également ajouté que sa mère ne lui avait jamais acheté de choses aussi chères de sa vie. Tenant l'uniforme que sa mère adoptive lui a remis, Li Jian pense au fait que la famille Liu ne vit pas beaucoup, mais qu'elle peut quand même dépenser 3 mois de salaire pour s'acheter un nouveau costume. La voix intérieure de Bai Shu comprit que cela signifiait que Li Jian était bel et bien un membre à part entière de leur famille. Liu Yiran a commencé à chatouiller sa fille, lui reprochant de dire qu'elle-même achetait sans cesse des choses différentes. Jiki rit et demande à Li Jian d'aller essayer le nouvel uniforme et de lui montrer à quoi il ressemble. Li Jian fut agréablement surpris de voir à quel point Liu Yiran et sa fille l'aimaient et le traitaient bien. Il était donc déterminé à prendre en charge la protection de cette famille. L'université de Yajun, une université aristocratique internationale, avec une faculté de premier ordre et des étudiants riches ou nobles, où la plupart des professeurs et des étudiants ont des super-pouvoirs. C'est là que Li Jian a étudié. Lorsqu'il est arrivé ici, il a entendu les étudiants parler de lui entre eux, disant qu'ils n'avaient pas remarqué auparavant que cet abruti, comme il l'appelait, de la classe parallèle était si bon. Les filles, toutes ensemble, étaient choquées de ne pas avoir remarqué à quel point Li Jian était beau. Et Li Jian lui-même marchait calmement dans la cour de l'université, dans un nouvel uniforme chic, conduisant sa demi-sœur par la main. Jiki a expliqué qu'une personne a besoin de vêtements et qu'un cheval a besoin d'une selle. Elle remarque que son frère est démesurément beau dans ses nouveaux vêtements. Les étudiants ont également remarqué l'arrivée de Li Jian. Ils pensaient qu'il était petit et complètement invisible. Et ils ont commencé à parler de Jiki, disant qu'elle était la beauté de leur école. Les étudiants riaient à l'idée que Jiki et Li Jian allaient peut-être entamer une véritable histoire d'amour. Li Jian entendit toutes ces discussions et réalisa que l'homme original n'avait aucun pouvoir. Et grâce à l'aide de Jiki, il a la possibilité d'aller à l'université et même de devenir auditeur. Mais il n'aurait jamais pensé qu'à cause de sa maladie, il aurait pu devenir un objet de moquerie pour ces enfants costauds. En continuant à marcher, il rencontre d'autres moqueurs, très populaires dans cette université. Ils commencèrent immédiatement leur salut par des insultes, traitant Li Jian d'imbécile. Jiki commença à éloigner son demi-frère de ces moqueurs. Elle ne voulait plus que des bagarres inutiles éclatent. L'un des étudiants, Chen Hu, très arrogant et sûr de lui, a dit à Li Jian de ne pas penser que s'il s'habillait normalement, il commencerait à le traiter comme une personne normale. Chen Hu est une personne très riche et très influente dans ce collège. Il tenta à plusieurs reprises de s'approcher de Jiki, mais en vain.
C'est pourquoi Chen Hu se faisait souvent passer pour le vrai Li Jian parce qu'il était si proche de Jiki. Puis il s'en est pris de nouveau à Li Jian. Il décide de lui donner une leçon pour ce qu'il n'aime pas le plus chez lui. Il s'est donc approché et a saisi les vêtements du garçon, lui disant qu'il était temps de régler définitivement le problème. Jiki s'inquiétait pour son frère. De manière assez inattendue pour tout le monde, Li Jian a commencé à résister et a dit à Chen Hu de retirer ses sales pattes de lui. Sans se décourager, il saisit la main tendue de Chen Hu et répéta qu'il lui avait dit de l'emporter immédiatement. C'est alors que Chen Hu ressentit une terrible douleur au bras. Il s'écria bruyamment, ne comprenant pas pourquoi Li Jian avait un tel pouvoir que personne n'avait jamais remarqué auparavant. Les autres élèves se demandèrent comment Li Jian avait osé contredire Chen Hu. Ils se demandaient s'il n'accordait aucune valeur à la vie et comment il avait osé toucher frère Hu. Ils savaient tous que Chen Hu avait des capacités de 5e niveau, ce qui signifiait que le spectacle allait être grandiose. À l'époque, Jiki se demandait pourquoi Li Jian était soudainement devenu si fort. Li Jian a entendu les étudiants parler des capacités de Chen Hu au 5e niveau. Il l'a constaté lui-même. L'ensemble du système de culture est divisé en 8 niveaux. Le niveau d'aptitude des débutants est divisé en 9 niveaux, le reste en 3 étapes. Élevé, moyen et faible. Du plus bas au plus haut, prétendant, connaissance des bases, conquérant, naissance de l'âme, détenteur du pouvoir absolu, déification, faiseur de justice, retour au vide absolu, seuil, harmonie, souverain, dieu inégalé de la guerre, tuer la mort, triomphe de l'immortalité. Les capacités de 5e niveau sont équivalentes au 5e niveau de la culture de raffinage du Qi. Ce qui gênait Li Jian, c'est qu'il n'avait aucune idée de la puissance des capacités à ce niveau. À l'époque, les étudiants soutenaient Chen Hu parce qu'il avait perdu un peu de force après un petit combat avec Li Jian. Ils se demandaient d'où Li Jian tirait sa force. D'autres ont dit que le garçon avait peut-être réveillé ses pouvoirs. Ils se souvenèrent de la façon dont ils avaient eu Li Jian la dernière fois, et ils disaient donc qu'il fallait le traiter avec plus de précaution. Chen Hu était très fâché de ce qui s'était passé. Il a serré les dents en disant qu'un imbécile reste un imbécile, qu'il ait des capacités ou non. Chen Hu continua de menacer Li Jian et lui cria que s'il osait plaisanter avec lui, il l'achèverait. Jiki prit alors la défense de son demi-frère, comme elle le faisait toujours, et s'interposa entre lui et Chen Hu, leur disant d'arrêter d'attaquer parce qu'ils étaient sur le territoire de l'université et qu'ils ne pouvaient pas se comporter de la sorte. Les défenseurs de Chen Hu ont déclaré que le père du frère de Hu est l'un des directeurs de l'université, ce qui signifie qu'il est le plus important de tous les étudiants. Il lança ses poings sur Li Jian et Jikchi. D'un geste habile, Li Jian éloigna sa demi-sœur de l'inévitable coup. Il la rapproche de lui, ce qui la met un peu mal à l'aise et lui fait honte. Li Jian était prêt pour la bataille qui se préparait déjà. Les étudiants ne s'attendaient pas à ce qu'ils se battent autant. Jiki ne comprenait toujours pas comment son demi-frère avait pu obtenir un pouvoir aussi puissant. Elle se dit que Chen Hu avait peut-être raison et que Li Jian avait bel et bien réveillé ses super-pouvoirs. Tout le monde doit être prudent. L'un des agresseurs a déclaré qu'hier encore, il avait réveillé l'énergie cristalline en lui et qu'il allait maintenant essayer de peindre le visage de Li Jian. Li Jian, quant à lui, allait donner une réplique digne de ce nom à son adversaire. Jiki ne savait même pas comment réagir à tout cela. Le combat se poursuit. Les gars se sont battus. Li Jian fit remarquer que la méthode consistant à utiliser le vent pour se déplacer était similaire à la compétence originale de contrôle du vent. Mais il est dommage que cette ressemblance ne soit que superficielle. Profitant de cette opportunité, Li Jian frappa son adversaire. Le coup était si puissant que l'élève qui avait attaqué Li Jian tomba à la renverse. Chen Hu était furieusement contrarié que ses sbires aient été vaincus dans ce combat et décida de donner lui-même une leçon à Li Jian. Il s'est donc précipité dans le combat avec ses poings. Il décida d'utiliser son super pouvoir de 5e niveau, Shining Strike. Li Jian resta immobile, attendant de voir ce qui allait se passer. Jeune maître de Wang Jin, Chen Hu s'éveille et développe ses super pouvoirs depuis l'enfance. Et maintenant, il peut utiliser la frappe brillante, qui est bien plus puissante que les autres frappes du même niveau. Il croyait avec arrogance que combattre une personne sans cervelle comme Li Jian, qui venait juste d'éveiller son pouvoir, était aussi facile que d'écraser une fourmi. Il lança donc avec assurance son poing sur Li Jian, qui ne leva qu'un doigt pour se défendre. Tout le monde fut incroyablement choqué de voir Li Jian dévier les coups. Personne ne comprenait comment il y était parvenu et comment l'aura de l'idiot que tout le monde pensait qu'il était devenue si forte. Un autre adversaire de Li Jian cria que c'était impossible, que seules des capacités de 6e niveau pouvaient arrêter sa frappe lumineuse, et qu'il venait à peine d'éveiller ses pouvoirs. À cela, Li Jian a répondu que c'était seulement dû à l'expérience. Li Jian remarqua que les super-pouvoirs de 5e niveau de l'élève étaient plutôt décevants. Il avait promis de protéger la famille Liu Yiran, et les créatures comme Chen Hu devaient connaître leur place. Chen Hu est vaincu. Il gît sur le sol.
impuissant. Mais Li Jian allait lui donner une leçon pour cette audace et cette confiance en soi. Chen Hu ne savait pas à quoi s'attendre et demanda timidement ce qu'il comptait faire de lui. Et il lui a rappelé très clairement qu'il était le fils d'un des administrateurs de l'université. Et Li Jian, se frottant la main, poursuivit. Il m'a dit de l'écouter attentivement et, à partir de ce jour, de suivre tout ce qu'il disait. Cet avertissement a été suivi de plusieurs coups bien ciblés. Chen Hu, qui était déjà au sol, tomba complètement. Tous les étudiants qui se trouvaient dans la cour de l'université à ce moment-là ont vu la défaite honteuse de Chen Hu. Ils se moquaient du fait que Chen Hu, si sûr de lui et si populaire jusqu'alors, ait été battu par le célèbre imbécile Li Jian. Mais les étudiants ont soutenu Li Jian. Ils n'aimaient pas Chen Hu pour son arrogance et disaient que lui, qui avait été si arrogant et redoutable le matin, avait finalement appris la science. Les étudiants n'en croyaient pas leurs yeux. C'était Li Jian qui avait battu Chen Hu. Ils se demandaient quand il avait changé à ce point. Et les filles ont d'ajouter que le soi-disant fou, comme on l'appelait à l'université, Li Jian, était un bel homme, comme cela s'est avéré. Chen Hu gisait sur le sol, inconscient, battu, les vêtements déchirés par la bagarre. Il y avait des bleus ici et là sur son corps. Li Jian se tenait là, calme et posé. Jiki se précipita vers lui et lui demanda si ses super-pouvoirs s'étaient vraiment éveillés, car il n'avait jamais été capable de se défendre aussi bien auparavant. Et il ne savait pas du tout comment se défendre. Tout le monde s'est moqué de lui. Jiki regarda sincèrement son demi-frère dans les yeux et lui dit qu'elle était très heureuse qu'il puisse maintenant prendre soin de lui. Elle se sent définitivement plus à l'aise. Et elle l'a embrassé tendrement sur la joue, ce qui l'a complètement déstabilisé, car c'était extrêmement imprévisible pour lui. Dans une boîte de nuit, des stripteaseuses dansaient sur un poteau, s'entraînant à la danse, sous le regard attentif de leur patron. Le chef était déjà au courant de ce qui s'était passé ces 2 derniers jours à propos du combat contre Li Jiang. 16 subordonnés viennent le voir et se plaignent d'avoir été battus. Et ce n'est autre que le célèbre imbécile Li Jian qui l'a fait. Le patron termine son cigare. Il a dit avec sarcasme qu'il était vraiment désolé que ces hommes aient été battus si durement. Il disait que si Chen Hu lui-même n'était pas capable de gérer cet imbécile, alors à quoi servaient des perdants comme eux tous? Il s'agit du grand patron, M. Wang Jin Chen Xiao, un homme formidable et majestueux, très sûr de lui et arrogant. C'était le père de Chen Hu. Et maintenant, M. Wang Jin Chen Xiao était très déçu et ennuyé par toutes ces nouvelles désagréables pour lui. Il décide de punir la personne qui lui a annoncé cette mauvaise nouvelle. La première chose qu'il a faite a donc été d'éteindre son cigare sur le front de son complice, lui causant une douleur incroyable. L'homme a crié et s'est écroulé sur le sol. Après cela, Wang Jin Chen Xiao a dit que son fils était le seul à pouvoir insulter et humilier n'importe qui. Mais maintenant, il est lui-même insulté et humilié. Il a ordonné à l'un de ses subordonnés de se rendre à l'université et de constater de visu ce qui s'y était passé aujourd'hui. Le subordonné s'est incliné respectueusement devant son patron et lui a dit de ne pas s'inquiéter, car il reconnaîtrait personnellement toutes les informations et les transmettrait à son maître. Il s'agit de l'idéologue de la superpuissance Ren Wukong, fidèle serviteur de Wang Jing. Le patron allume un autre cigare et lui dit de ne pas trop se forcer, car il laisse son fils subir les conséquences de la provocation de Wang Jin. Après tout, son fils avait agi avec trop d'audace. Pendant ce temps, Jiki et Li Jian rentrent à la maison, et Jiki dit à son demi-frère que bien que Chen Hu ait mérité une juste punition, Li Jian a été trop violent dans ce combat. Sa famille est trop puissante dans cette ville, et compte tenu de ce qui s'est passé aujourd'hui, il pourrait y avoir de graves problèmes. Pendant qu'il étudiait, Li Jian remarqua que ce lieu fièrement appelé université contenait beaucoup plus d'énergie spirituelle que les autres endroits de ce monde. Avec la double bénédiction de l'esprit ancien et du corps du Dao véritable, il avait pu atteindre le 7e niveau de raffinement du Qi en moins d'un mois. Il réalisa que s'il se concentrait sur ce point, il pourrait facilement atteindre le 9e niveau de raffinement du Qi. Tout au long du trajet, Jiki disait quelque chose à son frère, mais il était plongé dans ses propres pensées, et elle se rendit compte qu'il ne l'entendait tout simplement pas et qu'il n'écoutait même pas ce qu'elle disait. Li Jian a répondu que l'université était un endroit vraiment cool. Jiki réagit avec une grande inquiétude, car elle se demande ce qui arrive réellement à son demi-frère, d'où lui viennent soudain ses super-pouvoirs, et pense qu'il s'agit des conséquences de sa maladie, qui a soudainement commencé à progresser de façon spectaculaire. Elle avait peur qu'il aille de plus en plus mal et craignait ce que tout cela pourrait entraîner. Soudain, Li Jian et Jiki sont attaqués de façon inattendue. Li Jian protégea vivement sa demi-sœur du coup direct de l'attaquant. Il a habilement utilisé son super-pouvoir d'autodéfense et a ainsi sauvé sa sœur et lui-même des coups qui leur arrivaient de nulle part. Mais à cause de ces coups inattendus, des étudiants qui passaient par là ont été blessés et Li Jian
n'a pas eu le temps de les protéger. Le coup inattendu a fait tomber tout le monde, et les élèves ont commencé à s'écrouler sur le sol. Seul Li Jian se tenait fermement sur ses pieds et tenait Jiki par les mains. Il l'empêche ainsi de tomber et d'être touché par la force des coups. Tous les élèves ont commencé à se disperser, effrayés, en appelant à l'aide. Personne ne sait ce qui s'est passé, ni d'où ils ont été attaqués, ni qui est derrière tout cela. Li Jian lui-même réfléchissait frénétiquement à ce qui venait de se passer. Il ne comprenait rien non plus. Il s'est contenté de serrer sa demi-sœur dans ses bras pour la protéger de l'attaque inconnue. Jiki vit une petite égratignure sur la joue de son frère et dit avec inquiétude qu'il était blessé. Li Jian s'est contenté de répondre qu'il allait bien. Li Jian, c'est-à-dire Bai Shu, a réalisé que la dispersion de l'énergie spirituelle pour protéger les autres a permis à cette attaque de percer le véritable corps du Tao. Lorsque tous les élèves se sont dispersés et cachés, il est apparu clairement sur la place qui était à l'origine de l'attaque qui avait effrayé tout le monde. Li Jian ne s'enfuyait pas, il voulait savoir ce qui s'était passé. Il essayait juste de protéger sa demi-sœur. Ren Wukong, l'idéologue des superpuissances, se tenait dans la cour. Il était extrêmement choqué qu'une personne qui venait d'éveiller ses super-pouvoirs soit capable de repousser son attaque. Ren Wukong ne comprenait pas comment cela était possible. Il a donc décidé de s'en rendre compte par lui-même. Li Jian a demandé à Ren Wukong d'où il venait. Ji tente d'éloigner son frère de tout cela, en lui disant de ne pas perdre son temps avec Chu Yunibo, car c'est un manipulateur. Il aurait dû s'enfuir. Mais Li Jian avait une opinion différente sur ce qui se passait. Il réalisa qu'avec une aura équivalente au 9e niveau de raffinement du Qi, il avait enfin trouvé un adversaire digne de ce nom. Ren Wukong demanda à Li Jian s'il faisait semblant ou s'il était vraiment aussi stupide. Il voulait savoir si le garçon avait touché quelque chose qui n'aurait pas dû être touché. Il a également ajouté que son maître lui avait demandé d'être un peu plus prudent dans ses actions. Mais lui-même n'est pas disposé à réfréner ses émotions et son désir de se battre pour découvrir ce qui l'intéresse spécifiquement. Ren Wukong utilisa une sorte d'entrave contre Li Jian qui le ligotait étroitement et l'empêchait de bouger. Jiki avait très peur pour son frère, mais elle ne sait pas comment l'aider dans cette situation. Cependant, Li Jian lui-même connaissait déjà une technique similaire utilisée par Ren Wukong. Cela ne lui était pas étranger, il savait comment agir. Cependant, les chaînes lièrent étroitement son corps et Li Jian commença à être entraîné dans l'abîme. Les chaînes l'épuisèrent de l'intérieur et il ne pouvait y résister. Ren Wukong lui cria rageusement d'aller au diable avec son idiotie et ses capacités inexplicables que tout le monde pensait qu'il n'avait acquises que récemment. Ren Wukong utilisa ses pouvoirs pour projeter les décombres de l'immeuble sur Li Jian, l'écrasant et le tuant. C'était sa façon de traiter le garçon qui avait causé des soucis à son maître. Jiki, qui observait la scène, vit que Li Jian avait été écrasé par d'énormes rochers. Les larmes aux yeux, elle cria frénétiquement que Ren Wukong avait tué son frère. Ren Wukong s'est approché de Jiki d'un air suffisant. Il lui a dit de ne pas crier en vain. Il a ajouté que même si son maître n'avait pas besoin d'elle, il ne serait pas contre l'idée d'avoir plus de sang sur les mains. Ce tueur cynique, après avoir détruit Li Jian, allait faire de même avec sa demi-sœur. Il voulait s'en amuser. La sensation du sang de la victime lui procure un grand plaisir. Mais sa confiance fut soudain interrompue par un bruit inattendu provenant de sous les décombres qui avaient écrasé Li Jian. Après avoir fait exploser les décombres, Li Jian a sauté, indemne, en tenant un bâton. Il pensait encore à l'écriture de Ren Wukong lorsqu'il utilisait ses super-pouvoirs. Cela lui a rappelé quelque chose. Ren Wukong était extrêmement impressionné par le fait que Li Jian soit sorti vivant des décombres. Il ne comprenait pas comment cela était possible. Qui était ce type qui avait été malmené pendant des années, harcelé par tous ceux qui en avaient le temps, et qui avait soudain acquis une force aussi énorme? Il ne comprenait pas comment cela était possible, mais il a immédiatement recommencé à frapper, en demandant quel type de super-pouvoir il avait éveillé en lui. Après tout, il est impossible que quelqu'un ait des pouvoirs aussi puissants du jour au lendemain. Li Jian s'est contenté de faire son travail en silence. Il décida de s'occuper de l'impudent agresseur à tout prix et de lui montrer qu'il ne permettrait pas un tel arbitraire. Il a sauté très haut. Pendant ce temps, Ren Wukong commençait à utiliser diverses techniques pour arrêter et détruire Li Jian. Il était abasourdi de voir que le type n'avait même pas été blessé par son puissant coup précédent, et il allait aller jusqu'au bout. Li Jian, ou Bai Shu, observe attentivement les moindres mouvements de son adversaire. Il remarqua qu'il utilisait les mêmes techniques que les élèves du groupe Tiantong. Il se souvenait qu'à l'époque, ces techniques se répandaient dans le ciel et attaquaient avec la puissance du Kui. À l'époque, ils étaient considérés comme très puissants. Li Jian savait déjà exactement comment Ren Wukong allait agir. Pour lui, c'était tout à fait prévisible. Il a donc prévenu son adversaire que s'il décidait d'utiliser à nouveau ses vieux trucs dans le combat qui l'opposait à lui, il ne pourrait pas lui faire de mal.
Ses yeux brûlent de colère et de désir de vengeance. Li Jian contre-attaqua alors Ren Wukong de toutes ses forces, l'assommant et réduisant en miettes toutes les techniques qu'il avait utilisées contre lui. Ren Wukong crachait du sang. Il a été vaincu. Il est envahi par une colère féroce contre son adversaire, qu'il ne peut en aucun cas arrêter. Il était choqué qu'un élève doté de nouveaux super-pouvoirs puisse repousser si habilement toutes ses attaques. Et pourquoi il avait réussi à vaincre son adversaire sans ombre? Dans sa colère, Ren Wukong ne pouvait tout simplement pas se contrôler. Il cria à Li Jian, l'encourageant à continuer à l'attaquer. Les coups se succèdent. Les adversaires utilisent toutes les techniques puissantes dont ils disposent. Ce fut une bataille acharnée. Li Jian utilisa la technique de l'épée Lingjiu. 4 types. Il s'élance frénétiquement vers l'adversaire, en plein dans le mille. Une aura se forma autour de lui, destinée à créer un puissant coup de poing. Li Jian rassemble ses forces. Ren Wukong, voyant et réalisant la force du coup qu'il recevait, était terrifié à l'idée d'être puni pour ses attaques, pour avoir été si arrogant et cynique qu'il voulait détruire Jiki juste pour s'amuser. Li Jian ne lui pardonnerait jamais cela. Il lui fera payer tout le mal qu'il a fait. Avant de mourir, Ren Wukong n'a eu que le temps de voir la véritable image de Li Jian. Il vit qu'il s'agissait en fait de Baishu, et il maîtrisait les techniques de haut niveau. Et cette technique d'épée Lingjiu était censée être dévastatrice pour lui. C'est ainsi que les choses se sont passées. Ren Wukong a été vaincu par un imbécile qui venait d'éveiller ses pouvoirs, et avant cela, il avait été l'objet de moqueries et d'insultes. Personne ne sait exactement d'où le garçon tient ses pouvoirs, mais tout le monde a remarqué qu'il savait les utiliser sans problème. Et maintenant, il n'est définitivement plus un punching ball pour tout le monde. C'était une défaite extrêmement humiliante pour Ren Wukong. Il ne s'attendait pas à une telle résistance, mais espérait tout mettre en pièces, comme il le faisait toujours. En déposant son arme, Li Jian dit à Ren Wukong qu'il avait de très bonnes compétences, mais qu'il ne savait pas comment développer son corps. C'est la raison de sa défaite. Il s'éloigne ensuite calmement du champ de bataille. Vaincu et déshonoré, Ren Wukong s'allongea sur le sol et cracha la bataille. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas mené une bataille aussi difficile. Et puis tout s'est passé de manière si inattendue. L'adversaire, qu'il considérait comme un faible, voire un moins que rien, s'est avéré être un guerrier extrêmement puissant. Li Jian devait maintenant comprendre tout ce qui s'était passé. Après tout, les événements ont été si rapides et si intenses pour lui qu'il avait du mal à suivre. Jusqu'à présent, il s'est seulement rendu compte que le monde dans lequel il est entré ne ressemble pas du tout au monde de l'immortalité qu'il connaissait auparavant. Il avait tellement voulu arriver ici, il s'était entraîné pendant de nombreuses années pour gagner cette immortalité. Mais ce monde n'est pas comme ça. C'est alors que Jiki, très excitée, se précipite sur Li Jian. Elle se jette dans ses bras et lui demande comment il se sent. Li Jian répondit que des faibles comme Ren Wukong ne pouvaient pas le blesser. Sa demi-sœur lui a dit de ne pas en rire car elle avait une peur bleue de lui. Ren Wukong était allongé sur le sol, incapable de se relever. Il était rempli de colère pour cette défaite honteuse. Mais il a quand même osé menacer de violence et de vengeance. Il a dit que ce n'était pas encore fini. Et si Li Jian osait offenser Wang Jin, son maître ferait définitivement de leur vie un enfer. Jiki, écoutant toutes ces menaces de Ren Wukong, demanda à son demi-frère avec enthousiasme s'il avait l'intention de provoquer des personnes aussi influentes. C'est extrêmement dangereux. Li Jian s'est sérieusement intéressé à la nature du gang de Wang Jin. Il a décidé d'en savoir plus sur ce groupe. Soudain, Gu Tianjue, sa sœur et leur garde du corps apparaissent. Le garçon demande qui a osé faire du mal à sa famille Gu. De toute évidence, cette famille était l'une des plus influentes de la ville. Toutes ces affirmations concernaient Ren Wukong, et Gu Tianjue a pris la défense de son sauveur Li Jian lorsqu'il a appris qu'il y avait une grave perturbation. Ren Wukong n'en croyait pas ses oreilles, bégayait et commençait à poser des questions. Li Jian aperçoit alors la fille qu'il a sauvée de son agresseur la nuit dernière et qui court vers lui. L'apparition d'elle et de son frère dans cet endroit était encore une surprise pour lui. La jeune fille se jette ouvertement dans les bras de Li Jian, et il est resté là, sans savoir comment réagir. La jeune fille l'a appelé son héros, l'a serré fort dans ses bras et a dit qu'elle et son frère avaient dû beaucoup transpirer pour le trouver. Jiki observait tout cela. Elle était très mécontente que son demi-frère bien-aimé soit soudain embrassé sans ménagement par une fille inconnue. Elle l'a également appelé son héros. La jeune fille ne prête aucune attention à Jiki et continue son récit. Elle a dit à Li Jian que lui, son héros, comme toujours, sentait merveilleusement bon. Li Jian vit qu'il s'agissait du même frère et de la même sœur qu'il avait sauvés hier. Mais il se demande ce qu'ils font ici et pourquoi ils le cherchent. Finalement, Jiki intervient, fatigué de voir son frère se faire étreindre en silence par une jeune femme inconnue, et demande à Li Jian qui elle estimated. Mais la fille a devancé le garçon et a commencé à répondre elle-même à la question.
Elle se présente comme Gu Tianzhen et, désignant Li Jian, ajoute qu'elle est une amie du héros. Ji s'indigna de la demande de Gu Tianzhen et demanda jalousement à son demi-frère pourquoi elle ne savait toujours rien de sa charmante amie. Il était clair qu'elle était extrêmement désagréable d'apprendre cela. Li Jian répondit calmement qu'il ne savait pas qui étaient ces personnes. Il repoussa Gu Tianzhen avec confiance. Elle a été très surprise à son tour. Elle ne croyait pas que Li Jian ne se souvenait de rien de cette soirée. Elle lui a simplement demandé pourquoi il disait cela, parce que ce n'était pas vrai. Elle s'est réfugiée auprès de son frère, qui lui a dit d'arrêter d'ennuyer le monsieur. Nous devons respecter les limites personnelles de chacun. Ren Wukong était de plus en plus choqué par ce qui se passait ensuite. Il vit Gu Tianjue croiser respectueusement les mains devant Li Jian et dire qu'il était naïf et sans éducation, et qu'il leur pardonne une rencontre aussi inattendue. Ren Wukong savait très bien que la famille Gu était très célèbre dans le monde. Son influence s'étend à de nombreux domaines, notamment militaires, économiques, politiques et scientifiques. Et cette famille n'a pas son pareil dans toute la ville de Concon. Et voici que l'héritier de la famille Gu lui-même s'incline respectueusement devant un héros jusqu'alors inconnu. L'influence de la famille Gu est telle que même l'inspecteur local chargé de faire respecter la loi est obligé de coordonner ses actions avec la famille. Wang Jin ne vaut pas ses ongles. Il n'arrivait toujours pas à croire que la majestueuse famille Gu, qui dirigeait tout, avait un sérieux respect pour Li Jian. Ren Wukong remarqua également que Li Jian agissait avec tant de dédain, comme s'il ne se souciait pas de l'affection de la famille Gu pour sa personne. Ren Wukong ne put que s'écrier que c'était tout simplement impossible. Il était toujours allongé sur le sol, incapable de se relever. Li Jian lui était totalement indifférent. Il se tourne néanmoins vers son adversaire vaincu et lui demande pourquoi il ne se calme pas. Veut-il vraiment continuer le combat? Mais il n'a même pas pu se lever. Qu'est-ce qui le dérange tant? Soudain, Ren Wukong se mit à se prosterner fébrilement devant Li Jian, le suppliant de l'épargner. Il a dit qu'il avait fait tout cela par accident. C'était l'idée de Chen Xiao et il ne faisait qu'obéir aux ordres. Il fait appel au bon sens de Li Jian, lui demandant de le comprendre. Li Jian réfléchit aux paroles qu'il vient d'entendre. Il savait que Chen Xiao était le père de Chen Hu, et il n'aurait pas pu prévoir que son conflit personnel entre étudiants en arriverait au point où il se tournerait vers son père pour qu'il s'épanche. D'ailleurs, Chen Xiao n'était qu'un chien élevé par l'oncle de Li Han. Après avoir quitté la famille Gu pour gagner de l'argent par ses propres moyens, il a formé un gang. Gu Tianjue se demanda pourquoi il devait croire Ren Wukong. Je ne fais confiance à personne dans ce gang. Gu Tianjue demanda à Li Jian de lui permettre de traiter Ren Wukong à sa guise. Après tout, le moment était venu d'apprendre de leurs propres erreurs vis-à-vis du cher invité de leur famille. Ren Wukong a reçu une bonne leçon. Il a été disgracié, battu et expulsé. Li Jian lui a strictement ordonné de ne pas intervenir et de ne pas oser le persécuter, lui ou Jiki. Dans le cas contraire, il devrait être prêt à répondre de cette désobéissance. Jiki demanda à son demi-frère si ces gens qui étaient venus ici étaient vraiment des représentants d'une famille Gu aussi grande et puissante. Li Jian a répondu que c'était très probablement le cas. Li Jian demanda à Gu Tianjue ce qui se passait, pourquoi ils étaient ici et pourquoi ils le cherchaient. Gu Tianjue répondit qu'il le cherchait à cause de la situation dans laquelle ils s'étaient rencontrés. Il voulait l'inviter chez lui et lui exprimer ainsi sa gratitude. Li Jian répond brièvement à cette invitation qu'il ne devrait pas. Après tout, la famille Gu était si puissante qu'il n'avait pas besoin de faire ce qu'il a fait ce soir-là. De plus, rien de grave ne serait arrivé à Gu Tianzhen. Ce n'était qu'une simple coïncidence. Gu Tianjue fut stupéfaite par le refus de Li Jian. Il insiste pour lui demander de réfléchir à nouveau à sa proposition. La petite Gu Tianzhen ne savait pas non plus comment réagir face à un refus aussi sûr de lui. Elle s'est donc tue. Mais elle a décidé d'aller de l'avant et de le rattraper en lui demandant de venir avec eux pour la deuxième fois. Elle a dit que c'était aussi la demande de leur grand-père Gu Wen, qu'ils avaient rencontré hier dans la ruelle. Gu Tianzhen s'adresse à Li Jian en continuant de l'appeler son héros. Soudain, à l'improviste, Li Jian passe ses bras autour de la taille de Gu Tianzhen, la rapproche de lui et tente de l'embrasser. Tout le monde était figé dans une sorte d'incompréhension. Gu Tianzhen rougit, ne sachant que faire. Pendant ce temps, Li Jian remarqua que sa respiration était plutôt faible, mais tout était trop évident. Finalement, Gu Tianzhen réussit à sortir quelques mots. Elle demanda ce que Li Jian voulait faire, puisqu'il l'avait prise dans ses bras si soudainement. La jeune fille portait un haut assez ouvert qui couvrait à peine sa poitrine généreuse. Entre les deux tombait le pendentif qu'elle portait toujours sur elle. Le pendentif était suspendu à une longue corde autour du cou de Gu Tianzhen. Le doigt de Li Jian s'est glissé entre les deux premières parties de son corps. Gu Tianzhen était un peu effrayée, mais mentalement, elle était heureuse de l'attention de son héros. Jiki tenta de faire appel au bon sens de son demi-frère,
d'éveiller en lui une forme de conscience et d'éthique. Alors elle serra les poings et cria son nom avec colère. Gu Tianzhu observait tout cela calmement, réalisant, comme un homme, que même un souverain ne peut résister aux tentations mondaines. Li Jian lui-même semblait n'avoir rien entendu de ce qui lui était dit et ne prêtait aucune attention à ce qui se passait autour de lui à ce moment-là. Toute son attention se porte sur le pendentif caché entre les seins de Gu Tianzhen. Finalement, il réussit à s'emparer du pendentif. Il l'a regardé avec attention, sûr à 100% qu'il s'agissait d'un pendentif, d'un trésor de la terre. Gu Tianzhu avait pensé que Li Jian s'intéressait sérieusement à sa sœur, et il était heureux de s'en rendre compte. Mais il y a eu ce rebondissement. Il se rendit compte que le propriétaire n'était intéressé que par le pendentif accroché au cou de Gu Tianzhen. Au lieu de cela, Ji Qi calma sa jalousie qui s'était enflammée à la suite de tout ce qu'elle avait vu, mais elle s'inquiéta à nouveau de l'état d'esprit de son demi-frère. L'intérêt qu'il porte au pendentif est comparable au fait qu'il tombe à nouveau malade et qu'il s'intéresse soudain à un petit caillou étrange. Gu Tianzhen donne à Li Jian quelques informations sur son pendentif. Elle a dit qu'il s'agissait de la collection ancienne de son grand-père. Cette pierre éloigne les mauvais esprits du porteur et nourrit l'âme. La jeune fille a ensuite ajouté que son grand-père possédait de nombreux bijoux et que si son héros était intéressé, elle l'inviterait volontiers chez elle. Li Jian pensa que le grand-père de Gu Tianzhen devait vraiment savoir comment cultiver l'immortalité, et qu'il pourrait certainement utiliser quelques trésors célestes pour l'aider. Il a donc décidé d'accepter l'invitation et de se rendre chez la famille Gu pour vérifier par lui-même. Soudain, il n'a prononcé qu'un seul mot. Allons-y. Bien sûr, pourquoi perdre du temps? Peut-être que les trésors célestes de la collection du grand-père de Gu Tianzhen lui seraient utiles. Li Jian, Ji Qi, Gu Tianzhu et Gu Tianzhen se rendent donc au manoir de la famille Gu. Il s'agissait d'un immense manoir ressemblant à un palais. Une table est dressée dans la grande salle. De nombreux plats différents ont été servis pour le déjeuner avant l'arrivée des invités. Gu Wen, le grand-père de Gu Tianzhu et Gu Tianzhen, était déjà assis à la table et souhaitait la bienvenue à tout le monde. Lorsque Ji Qi a regardé tous les plats qui étaient servis, elle a été un peu gênée, car elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin de savoir comment manger un plat en particulier. Il existe une certaine étiquette en la matière, et elle ne le savait pas parfaitement. Gu Wen a entamé la conversation en premier. Il a déclaré qu'il était très reconnaissant à son cher ami d'avoir fait un long voyage pour faire briller sa maison. Il l'invite à s'asseoir à la table. Li Jian sortit alors le pendentif qu'il avait récemment pris à Gu Tianzhen et demanda sans cérémonie à Gu Wen où il l'avait obtenu. Gu Wen fut quelque peu déconcerté par l'impudence du jeune homme, qui s'était montré plutôt impoli. Il ne répond pas immédiatement à la question de Li Jian. Puis, lentement, en réfléchissant à chaque mot, il a dit qu'il avait une énorme collection de CES objets anciens et démodés. Il demanda à Li Jian s'il s'agissait d'un objet spécial, puisqu'il avait tant attiré l'attention du garçon. Il pense personnellement que toutes ces pierres ne sont que de belles pierres anciennes. Li Jian se dit qu'étant donné que le vieil homme possédait une si grande collection de CES objets, il devait savoir ce qui les rendait si spéciaux. Ji Qi est de nouveau nerveux. Elle n'avait aucune idée de ce dont parlait son demi-frère. Elle se demande s'il est vraiment si difficile pour lui de s'exprimer de manière humaine. Gu Wen rit aux éclats et remarque que Li Jian semble s'y connaître en antiquité. Il l'a donc invité à voir l'ensemble de sa collection personnelle. Li Jian a répondu sans hésiter qu'il aimerait se familiariser avec cette collection. Le grand-père demande à ses petits-enfants, Gu Tianzhui et Gu Tianzhen, de s'occuper de Qi, tandis que lui et Li Jian vont voir la collection d'antiquités. Ji Qi était inquiète, car son frère partait dans une direction inconnue, et elle se retrouvait seule avec des gens qu'elle ne connaissait pas. Cependant, Gu Tianzhui commença à la calmer. Il a dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter autant. Ils partaient juste en tournée, et leur grand-père était très gentil et ne ferait aucun mal à Li Jian. Le grand-père de Gu Wen et Li Jian quittent donc la salle à manger et prennent l'ascenseur pour se rendre dans la pièce où sont entreposées les antiquités. Pendant tout ce temps, Li Jian s'était dit que si le vieil homme disait vrai, alors il y avait peut-être trop de trésors magiques différents dans ce monde, utilisés pour cultiver l'immortalité. Mais ces trésors magiques ne sont manifestement pas créés par des superpuissances. Si c'est le cas, d'où viennent-ils? Six pensées traversaient l'esprit de Li Jian et l'occupaient. Enfin, l'ascenseur conduisit le garçon et le propriétaire du domaine, Gu Wen, jusqu'au trésor que Li Jian était si impatient de visiter. Bien entendu, le trésor était solidement protégé contre les voleurs. La porte blindée ressemblait à un coffre-fort de banque. Son faste était impressionnant avant même d'y pénétrer. Li Jian pouvait déjà sentir l'aura qui emplissait le coffre. Il y avait manifestement des trésors magiques très puissants qu'il voulait s'approprier car ils pouvaient l'aider à cultiver l'immortalité. Ses yeux s'illuminent et il attend avec impatience le moment où il verra enfin ses trésors magiques. Son cœur battait la chamade,
son souffle se bloquait dans l'attente de quelque chose d'incroyable. C'est ainsi que tous deux, Li Jian et Gu Wen, ont traversé le trésor, parmi les étagères d'artefacts divers, jusqu'à la collection qui avait tant intéressé Li Jian. Le trésor lui-même avait un plafond très haut et était éclairé par une faible lumière chaude. D'une manière générale, il y règne une atmosphère très chaleureuse et mystérieuse. Soudain, Gu Wen tousse et porte une serviette à sa bouche. Li Jian lui demande s'il va bien. Après tout, le vieil homme pourrait avoir du mal à respirer ici. Le vieil homme m'a remercié pour ma sollicitude et m'a dit que ce n'était rien, que c'était juste sa vieille habitude de tousser. Mais il y avait des taches de sang sur le mouchoir qu'il utilisait pour se couvrir la bouche lorsqu'il toussait. Le vieil homme était donc gravement malade. Après avoir parcouru les couloirs du trésor, Li Jian et Gu Wen sont finalement arrivés à ceux qu'ils étaient venus voir. Voici la collection qui avait tant intéressé Li Jian et pour laquelle il avait accepté l'invitation à visiter le domaine des Gu. Gu Wen a dit qu'elle était là, la collection. Il est ici dans son intégralité. Il invita chaleureusement Li Jian à le voir, car il l'aimait beaucoup. En regardant tous ces artefacts avec admiration, Li Jian se dit qu'avec un tel stock de trésors magiques, il devait y avoir de nombreux cultivateurs immortels dans ce monde. Mais il se demande pourquoi, dans ce cas, il n'y a pas la moindre trace d'eux. Cependant, comme il l'a rappelé dans certaines situations, il existe des super-pouvoirs faibles qu'il ne faut pas étaler. Après avoir examiné la collection, Li Jian a déclaré que, bien que Gu Wen possède un nombre impressionnant d'artefacts, leur qualité laisse à désirer. Ce ne sont que de petites choses qui ne peuvent intéresser qu'un praticien au stade de l'établissement du Qi. En bref, il n'a pas été très impressionné par ce qu'il a vu et s'attendait à beaucoup plus. Le vieux Gu Wen pensa au fait qu'il avait dépensé tant d'énergie et d'efforts pour rassembler tous ces trésors, et qu'il n'avait pas du tout attiré son attention, qu'il ne l'avait pas intéressé comme son grand-père l'avait espéré. Il était encore plus convaincu que Li Jian était celui qu'il lui fallait. Grand-père Venya était très désolé de ne pas pouvoir faire plaisir à ses enfants. Il avait honte de lui. Il décida de faire quelque chose d'autre pour maintenir l'intérêt de Li Jian. Il a dit qu'il avait une autre chose intéressante qu'il ne savait malheureusement pas utiliser. Il voulait le montrer à Li Jian pour qu'il essaie de comprendre ce qu'il en était de cet artefact. Cela a bien sûr suscité l'intérêt de l'homme. Il s'approche du précieux trésor qui, en raison de son mystère, se distingue de tous les autres artefacts. Le vieil homme ouvre le capuchon transparent qui recouvre l'artefact. Li Jian vit alors une bague d'une incroyable beauté, ornée d'une pierre transparente très spéciale, qui reposait tranquillement sur un coussin de velours rouge. Li Jian sourit en lui-même. Il réalisa que l'aura qu'il avait ressentie en s'approchant du trésor du manoir Gu provenait de cet anneau. C'est l'anneau qui l'irradie. Il comprenait maintenant pourquoi il était si attiré par ce lieu. Cette bague était son objectif parmi toute la collection du vieux Gu Wen. D'ailleurs, ce n'était rien d'autre qu'un anneau maudit. Sa particularité réside dans son nom, une malédiction. Le vieux Gu Wen commença à raconter que quiconque touchait cet anneau devenait fou, ou, dans le pire des cas, brûlait vif à cause des flammes noires qui sortaient de l'intérieur de la personne qui prenait l'anneau maudit. Li Jian regarda le vieil homme avec méfiance, pensant qu'il le testait simplement. Mais il ne comprenait pas ce que Gu Wen essayait de faire. Li Jian répondit calmement que l'anneau n'était pas du tout une malédiction. Il prononce avec assurance le mot magique « Wujiu ». Ensuite, la bague est allée directement dans ses mains. L'artefact a quitté sa maison confortable et s'est déplacé docilement vers un autre endroit. Le vieux Gu Wen était étonné que Li Jian connaisse le nom de cette bague. Il se rendit compte qu'il avait raison lorsqu'il sentit que ce garçon était exactement ce dont il avait besoin. Il était heureux de le rencontrer, et il était également heureux d'avoir dans sa collection un objet qui intéressait beaucoup son invité. Li Jian tendit sans crainte la main vers l'anneau maudit, car il savait que l'anneau ne lui ferait aucun mal. Tout ce qui l'entoure tourbillonne dans des flammes rouges et noires. Li Jian resta debout, attendant l'anneau qu'il avait invoqué. Le vieux Gu Wen regardait en silence, ne sachant même pas comment réagir, car il ne comprenait pas comment contrôler cet anneau maudit. Le vieil homme est soudain très effrayé par ce qui se passe autour de lui. C'était la première fois qu'il voyait l'anneau maudit se comporter, et il craignait que quelque chose de grave n'arrive à son ami. Il l'a averti de faire très attention et de ne pas toucher l'anneau. Mais il a été surpris de voir que rien de grave n'arrivait à son ami. Lentement, il commença à se calmer, car il se rendit compte que Li Jian savait comment contrôler l'anneau maudit. Gu Wen vit des langues de flammes noires tourbillonner autour du garçon, mais sans le blesser. C'était incroyable. Li Jian semblait apprécier tout ce qui lui arrivait en ce moment. Le vieux Gu Wen comprit clairement que Li Jian était bien celui qu'il attendait. Il était reconnaissant au destin de lui avoir souri et de lui avoir permis de rencontrer Li Jian. Pendant ce temps, la bague de Wujiu est passée au doigt de Li Jian. La bague elle-même n'est pas un trésor particulier, mais elle aide beaucoup le garçon. Li Jian réalisa que même s'il devait travailler un peu plus dur,
il devait simplement utiliser cet anneau à ses propres fins ambitieuses. Il décide alors, sans perdre de temps, de saisir la chance qui s'offre à lui et de passer dans un autre monde à l'aide de l'anneau maudit. Par ordre, un portail vers un autre monde, vers l'espace spirituel à l'intérieur de l'ancien anneau, a été ouvert pour lui. Li Jian se retrouve alors dans un monde complètement différent, où son anneau maudit l'a transporté. Il se tenait sur une sorte de terre brûlante, et il y avait beaucoup de fumée gris-noir autour de lui. Soudain, quelque chose siffle et grogne. C'était un terrible chien noir à 3 têtes qui montait la garde aux portes de l'enfer. Dans sa vie antérieure, le maître a fait de son mieux pour apprivoiser le chien à 3 têtes de l'enfer. Mais Bai Shu ne s'attendait pas à rencontrer ce chien lorsqu'il renaîtrait dans un autre corps, dans un autre monde. Il regrettait que sa culture soit presque complètement épuisée et qu'il ne lui reste qu'une petite partie de son âme. Le chien à 3 têtes commença à attaquer. Chacune de ses têtes ouvrit sa terrible bouche et des flammes infernales en sortirent, capables de brûler tout ce qui se trouvait autour. Li Jian, c'est-à-dire Bai Shu, se tenait calmement dans les flammes qui l'enveloppaient complètement et déclarait simplement que le chien de l'enfer à 3 têtes était très en colère parce que sa paix avait été perturbée. Il pensa que ce chien sauvage, qui avait perdu son propre corps, osait utiliser sa conscience spirituelle contre Li Jian lui-même. Le chien de l'enfer s'approcha encore plus près du garçon, mais Li Jian resta imperturbable et calme à l'approche du combat. Il était seulement agacé par le fait que ce chien puisse penser qu'il pouvait comparer sa conscience animale à celle de Li Jian. Le type, qui fixe le chien dans les yeux, lui ordonne de s'asseoir d'une voix tranchante. L'énorme animal ne s'arrêtait toujours pas, mais il avait cessé d'exhaler des flammes infernales de sa bouche. Li Jian resta là, sans reculer d'un pas. Le chien infernal à 3 têtes hurlait parce qu'il devait obéir à la volonté de son maître. Li Jian ordonna à plusieurs reprises au chien de l'enfer de s'arrêter, de s'asseoir et de lui obéir complètement. Puis le chien de l'enfer, tel un petit chiot, se soumit à la puissante force de la conscience de Li Jian. Finalement, c'est un petit chiot sans défense qui s'est réveillé dans cet énorme chien effrayant, qui avait juste besoin d'un peu de tendresse et d'affection comme n'importe quel animal. Le chiot gémit pitoyablement. Li Jian a pris ce chiot et lui a dit qu'il était désormais son maître. Et ce chien n'avait pas le droit de désobéir à son maître, sinon il aurait des ennuis. Et si le chien se montre désobéissant au moins une fois, Li Jian écrasera son âme sans pitié. Bien que le Hellhound n'ait plus qu'une seule âme, il peut utiliser l'anneau de Wuju pour créer un corps physique ayant le même niveau de culture que son maître. Li Jian raisonnait correctement. Puisqu'il était lui-même fort, le chien pouvait l'être encore plus, et il en aurait certainement besoin à l'avenir. Après tout cela, le vieux Gu Wen dit à son nouvel ami qu'il était bien la personne qu'il cherchait depuis si longtemps. Il a dit que lui et toute sa famille Gu étaient incroyablement heureux d'avoir trouvé Li Jian. Et puis, à cause de toute cette agitation, le vieil homme a de nouveau été pris d'une très forte toux, qui a provoqué une forte hémorragie pulmonaire. La maladie brisait impitoyablement le corps du vieil homme. Li Jian ne savait pas quoi faire dans ce cas. Il n'avait jamais rencontré de telle maladie dans sa vie. Le vieux Gu Wen se vidait de son sang. 16 signes vitaux se sont effondrés et sont devenus instables. Il avait besoin d'une assistance médicale immédiate. Sa vie était en danger. Li Jian s'approcha calmement du vieil homme et lui toucha le poignet. Il voit, comme sur un écran, ce qu'il y a à l'intérieur du vieil homme. Il a vu que la maladie prolongée et l'accumulation de maladies dans les 5 méridiens étaient sans aucun doute du poison Hongxinzen. Li Jian remarqua que malgré la puissance de la famille Gu, quelqu'un osait encore empoisonner le chef de famille. Li Jian a répondu que cela ne le regardait pas, mais qu'aujourd'hui était un jour de chance pour la famille Gu. En remerciement de l'anneau de Wuju, il décida de sauver la vie du vieil homme. À ce moment-là, le fils du vieil homme et son médecin sont descendus à la trésorerie, car ils avaient appris que le vieil homme avait besoin d'une aide urgente. Li Jian était en train de soigner le vieil homme. Le fils s'est précipité vers son père, pensant que Li Jian l'avait attaqué et lui voulait du mal. Le médecin a immédiatement commencé à réanimer Gu Wen, et le fils a attaqué Li Jian en affirmant qu'il avait fait du mal à son père. Li Jian répondit calmement, comme toujours, que dans cette situation, il ne faisait que sauver la vie de son père. Le fils de Gu Wen s'est emporté contre lui, disant qu'il pensait qu'il était complètement stupide et qu'il ne comprenait rien. Il a dit qu'il était évident que Li Jian essayait de faire du mal au vieil homme. Li Jian arrêta sa magie de guérison. Il se rendit compte de l'idiotie du fils de Gu Wen, mais il ne peut rien y faire. À ce moment-là, les petits-enfants de Gu Wen sont également entrés dans le trésor. Voyant que leur grand-père est très malade, ils demandent à leur père pourquoi ils se disputent avec leur invité, qu'ils appellent maître. Leur père est devenu encore plus furieux et a crié comment il pouvait appeler cette racaille « monsieur ». Il a également ajouté que son père, leur grand-père, était devenu fou au point de croire ce charlatan en désignant Li Jian. Gu Tianjue répondit à son oncle que l'invité n'était pas du tout une mauvaise personne.
Peut-être avait-il tout simplement mal compris. Le fils de Gu Wen a crié qu'il avait tendance à croire davantage en ceux qu'il voyait de ses propres yeux. Il a dit que son père était plus important pour lui en ce moment. Mais lorsqu'il ira mieux, il s'occupera certainement de Li Jian. Li Jian interrompt la conversation et lui demande comment il va traiter son père. Le fils de Gu Wenya a alors demandé l'aide du médecin de famille, qui lui a répondu qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir. Le médecin s'est tourné vers son super pouvoir de guérison. L'hydrothérapie, la gestion de l'eau dans le corps pour traiter les blessures internes, s'appelle la guérison par l'eau. C'est ce que le médecin de famille de Gu utilisait. Mais Li Jian savait que le poison avait déjà pénétré le cœur du vieil homme. Toute cette hydrothérapie a donc été totalement inutile dans ce cas. Le vieil homme se remet soudain à cracher du sang. Le fils et les petits-enfants ont eu très peur pour le vieil homme. Ils se sont sentis impuissants et n'ont pas su comment aider leur père et leur grand-père. Le médecin a déclaré que les symptômes de Gu Wen étaient très étranges et que ses super-pouvoirs ne pouvaient rien y faire. Tout ce qu'il a ajouté, c'est qu'il devait se préparer pour les funérailles. Gu Tianzhen s'est accroché à son grand-père en larmes et lui a dit que cela ne pouvait pas arriver, que son grand-père irait bien. Le fils a dit au médecin que ce n'était pas de sa faute, et il s'en prend à nouveau à Li Jian en l'insultant, disant qu'il est le seul responsable de l'état de son père. Il a dit qu'il avait fait quelque chose à son père alors qu'ils étaient seuls dans la trésorerie. Gu Tianzhen dit à son père de cesser de porter ces accusations infondées contre Li Jian et de le laisser essayer de guérir son grand-père, puisque le docteur Andrew est impuissant dans cette situation. Mais son père lui barre fermement la route. Son père lui a dit que Li Jian était celui qui avait blessé son grand-père. Alors, comment ose-t-elle laisser ce vaurien toucher son grand-père? Il a également fait savoir qu'il s'y opposait fermement. Li Jian, toujours aussi calme, a dit que s'ils continuaient à gagner du temps, rien ni personne n'aiderait leur père et leur grand-père. Le fils de Gu Wen a commencé à crier à Li Jian qu'il était trop arrogant et qu'il n'avait pas le droit d'exprimer son opinion ici. Il a également ajouté que M. Andrew était le guérisseur en chef de toute la ville. Il n'a jamais déçu personne. Et maintenant, tous ces problèmes sont dus à ce qu'il a fait au vieil homme. Li Jian continua calmement à dire qu'on l'avait empêché d'aider le vieil homme à plusieurs reprises, bien qu'il ait essayé de le faire à chaque fois. Il lui a demandé pourquoi il avait de tels doutes à son sujet. Pourquoi doute-t-il tant de ses capacités de guérison? Li Jian a touché un point sensible en demandant au fils de Gu Wen s'il n'avait pas lui-même des arrière-pensées et s'il ne cherchait pas délibérément à gagner du temps pour qu'il soit trop tard pour sauver le vieil homme. Monsieur Gu est devenu noir de colère lorsqu'il a entendu Li Jian l'accuser de la sorte. Il a immédiatement appelé les gardes et leur a ordonné d'arrêter Li Jian, le traitant de meurtrier. Mais Li Jian s'est contenté de rire de ce spectacle pathétique. Oui, il avait confiance en sa droiture et en ses capacités, et il a réagi si calmement à tout cela. Il se tourna vers l'anneau maudit pour obtenir de l'aide et convoqua le chien de l'enfer, à qui il ordonna de sortir et de jouer avec ses délinquants pendant un moment. Le chien de l'enfer n'attendait que d'être libéré et d'avoir l'occasion de jouer avec quelqu'un. Les gardes étaient choqués que Li Jian ait utilisé une telle capacité d'invocation. Ils se demandaient comment une telle bête pouvait exister. La seule vue du chien de l'enfer les mettait mal à l'aise. Gu Tianjue était fasciné par le super pouvoir de Li Jian. Il a dit qu'il ne pouvait même pas atteindre le niveau d'invocation d'une bête. Cela lui permet d'admirer encore plus leur nouvel ami. Gu Tianjue pensait qu'il n'avait pas son pareil. Il n'avait aucune idée de qui était Li Jian. Pendant ce temps, le chien de l'enfer se précipite sur Monsieur Ga sous les ordres de son maître. Ce dernier, effrayé, s'effondre sur le sol, se couvre de ses mains et balbutie en demandant qui il est, qui a de tels super-pouvoirs. Li Jian a dit que Monsieur Gu, le fils de Gu Wen, devrait essayer d'être plus poli, sinon il aurait du mal à faire face aux conséquences.